La zone d'écoute. Le podcast de Médecins sans frontières. À l'automne 2015, Médecins sans frontières est contacté par Damien Carême, le maire de Grande-Synthe. Cette commune de 23 000 habitants située proche de Dunkerque dans le nord de la France, personne n'en avait jamais vraiment entendu parler. Mais cette année-là, elle est avec Calais, sa voisine, le centre d'un autre monde, celui de centaines d'exilés qui y vivent en transit dans des conditions catastrophiques, espérant chaque jour, enfin, passer vers la Grande-Bretagne. Naissance et embrasement du premier camp humanitaire d'urgence en France, première partie. Dès 2002, on a vu les premiers exilés arriver jusqu'en 2015 avec la crise syrienne, où on a eu cette arrivée très importante de Syriens à l'époque, 2500 en 6 mois. Bien, Damien Carême, je suis aujourd'hui député européen depuis 2019 et avant cela j'étais maire de Grande-Synthe entre 2001 et 2019 et sur ma commune qui est à 30 km de Calais, des exilés sur la route migratoire se sont arrêtés à un moment donné pour monter dans des camions pour partir en Grande-Bretagne. Entre 2002 et 2015, il y avait des jours 60 personnes, des jours 20, c'était très fluctuant, ça passait assez facilement vers la Grande-Bretagne. C'était Médecins du Monde qui était là à l'époque, avec les médecins de la ville en fait, qui étaient membres de Médecins du Monde. Et on travaillait à faire en sorte que les conditions ne soient pas trop mauvaises. Mais vraiment, les gens y restaient à peine 24 heures. En 2008, ça a été un peu un tournant, parce que pour la première fois, il y a eu des femmes et des enfants qui sont arrivés. Et à l'hiver 2008, il faisait moins 15. Et là, j'ai eu un appel de la directrice d'Emmaüs à l'époque, qui m'appelle en me disant « Damien, il faut faire quelque chose. » Et il y a des femmes et des enfants qui sont là avec des bébés. Et si on ne fait rien, ils vont mourir. Donc moi, j'ai appelé mes services tout de suite en disant « Montez une tente chauffée ». Et ce qui a été fait, et c'est là que j'ai commencé mon bras de fer avec le sous-préfet, l'État français, quoi. On a monté cette tente, et puis on en a monté une deuxième parce qu'il a fallu séparer les femmes et les hommes à un moment, et l'année d'après, on en a mis une troisième parce qu'il y avait des communautés différentes. Et on a continué à travailler tout ça en concertation tout le temps avec le monde associatif, des gens qui étaient présents. En 2015, donc je pars entre le 15 juillet et 15 août, il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient là et quand je reviens, les assos m'alertent. On n'a plus la capacité à répondre aux besoins de ces personnes-là. On n'est pas très nombreux et voilà, effectivement, ils étaient fin août 190 sur le terrain. Là, moi, j'interpelle du coup les services de l'État en disant moi, je veux bien prendre ma part, je veux bien en garder, mais je ne pourrais pas garder tout le monde. Et si ça continue à arriver au rythme où ça arrive, on va vite être débordé. Pas de réponse de l'État français. On a un rendez-vous avec Cazeneuve. C'était le 30 septembre. Il était très emmerdé. Alors il dit bon, je vais mettre en présence des forces de l'ordre. Ça n'a rien empêché. Ça peut être sécuriser les gens, ça peut être voilà. Et elles sont restées. À peine un mois, puisque attentat du 13 novembre et toutes les forces de police ont été rappelées ailleurs, menaces terroristes, etc. Il n'y avait pas de problème de sécurité, donc c'était pas très gênant que les forces de l'ordre disparaissent. Par contre, c'était un joyeux bordel. Enfin, il y avait le lieu, puis une route et des lotissements avec les habitants. Et sur cette route, c'était... Alors des fois, il y a des camions, des smirmorgues de fringues qui arrivaient, ils déversaient ça par terre. Et c'était un bordel innommable. Même chose pour des camions qui arrivaient pleins de denrées alimentaires. Ils déversaient ça, mais comme il n'y avait aucune concertation, aucune organisation, ça pourrissait là. Enfin, c'était alors super parce que des bénévoles arrivaient de partout, qu'il y avait de la générosité qui s'exprimait, mais pas du tout organisé, donc compliqué. En plus, il y a plein d'associations qui intervenaient. On savait des mecs qui arrivaient de Suisse, d'Italie, des pays nordiques, de partout. Sauf qu'en octobre, on est passé de 545 à 1200 personnes, que fin novembre, c'était 1800, et que fin décembre, c'était 2500. Donc panique, c'est Médecins du Monde qui, alors je ne sais plus la date exacte, en octobre ou début novembre, nous a mis en rapport avec Médecins sans frontières. Moi, quand je suis arrivée, c'était des pires images de conditions de vie que j'ai pu voir malgré des expériences à l'international dans des camps de réfugiés. Moi, je m'appelle Angélique Muller et je suis infirmière de formation initiale et j'ai commencé avec Médecins sans frontières en 2012.
C'était de la boue absolument partout. Il y avait des tentes qui flottaient, les gens pataugeaient vraiment dans la boue. Il y avait ces espèces de scènes, je me souviens, assez folles, avec des déchets partout, comme une décharge. Donc tu baissais ta tête, tu avais les pieds dans la boue, tu levais ta tête, tu avais Décathlon en face, quoi. Donc c'était un peu le choc pour moi de voir qu'en France, on laissait des gens dans des conditions aussi terribles, quoi, en fait, qui étaient carrément inhumaines. Et puis aussi une espèce d'effervescence, une multitude d'acteurs. Il y avait plein de personnes que tu ne savais pas si c'était des migrants, pas des migrants, des aidants, des associations, des indépendants, des bénévoles. Enfin, voilà, une multitude d'acteurs, quelque chose de assez bordélique, on va dire, dans les premières images en tout cas. Donc moi, c'était la priorité, c'était de sortir ces personnes-là. Bah, j'avais honte de ce camp-là. Et il fallait trouver une solution pour ces personnes-là d'abord. On a eu des échanges avec MSF pour savoir un peu ce qu'on pouvait faire. Et au fur et à mesure, on s'est dit, on n'a pas le choix, il faut qu'on construise quelque chose qui soit adapté pour ces personnes. Et je me souviens du cheminement qu'il y a eu dans la tête, et notamment avec les cadres de la mairie avec lesquels j'étais jour et nuit à discuter et puis à essayer de trouver des solutions. Et je leur dis un matin, les gars, on va faire un camp. Et ils m'ont dit tous, mais t'es un grand malade, c'est leur expression, t'es un grand malade. Je leur dis, écoutez, ok, donc vous réfléchissez et demain vous m'amenez une autre solution si vous en avez. Le lendemain, ils ont dit, non, on n'a pas le choix, non, on va le faire. Pour eux, c'était plus possible d'absorber tout ça, et il fallait aussi une prise de conscience qui soit beaucoup plus générale et au niveau du gouvernement, pour que le gouvernement puisse aider aussi le maire, les autorités publiques locales, si tu veux, sur la condition de vie, sur les prises en charge, au lieu de nier totalement, comme ce qu'avait toujours fait le gouvernement à l'époque. Donc le maire a fait des appels qui sont restés infructueux et même sans réponse, si tu veux. Et au bout d'un moment, donc, il s'est rapproché d'MSF pour qu'on puisse trouver ensemble une solution pour un lieu d'accueil qui soit digne déjà pour ces personnes et qui puisse répondre à tous les besoins basiques et surtout les besoins en eau, en hygiène, en assainissement, et qui soit aussi un lieu qui permette de mieux coordonner finalement pour toute la population, quoi. Et puis c'était aussi de montrer au gouvernement qu'il était possible de construire un lieu d'accueil pour les migrants dans un temps restreint et sur un budget défini qui ne soit pas non plus incroyable. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a monté le projet avec MSF. On a trouvé un terrain qui n'était pas... C'est sûr que ce terrain, il était coincé entre l'autoroute, entre la voie ferrée, mais on ne pouvait pas les mettre ailleurs que le long de l'autoroute parce qu'ils avaient besoin de cette autoroute pour partir, et que si on les avait mis de l'autre côté, ils ne seraient pas allés. Voilà. Et c'est un terrain qui nous appartenait, donc on a pu faire rapidement les travaux, ce qui n'était pas le cas d'autres. Enfin, voilà, on a ces contraintes-là aussi à un moment donné, qui sont des contraintes administratives, mais c'est comme ça. Et on a imaginé ce terrain, donc il a fallu lancer tous les travaux de viabilisation. C'était une pâture, donc de viabiliser le terrain, de le drainer pour éviter qu'il y ait de la flotte, de mettre des sécurités incendie, donc de tirer des réseaux de sécurité incendie, de mettre de l'électricité, de l'éclairage public. Bref, on a fait un travail colossal. Les services ont fait un travail colossal entre fin décembre et le 9 mars où on a livré les trucs. La construction en elle-même, elle a pris 7 semaines, mais par contre, il y avait toutes ces étapes de conception. C'est pas rien, hein, finalement. C'est comme de mettre en place un petit village, hein, quand même, de 2500 personnes. C'est quand même, c'est quand même un gros travail. On a fait une conférence de presse avec MSF pour annoncer la création de ce camp, et c'était le 21 décembre. On avait prévu de le faire le 22 décembre. Et le 21 au soir, assez tardivement, à 20h ou 20h30, je sais plus, j'étais dans mon bureau à la mairie, je reçois un coup de fil du préfet qui me dit « Monsieur le maire, il y a le ministre de l'Intérieur qui voudrait vous voir. » Je dis « Demain ?» Je dis « Je peux pas, demain, j'ai conférence de presse pour annoncer la construction. » Et qu'on me dit « Justement, c'est de ça dont il aimerait bien vous parler. » Je dis « Ça vient un peu tard quand même. Jusqu'à maintenant, vous m'avez pas apporté de solution. » Je lui dis, mais bon, ok, je vais venir, on décale la conférence de presse. Et donc je suis allé le voir,
dans son petit salon. Et petite table entre nous, sur des fauteuils. Et moi, je sors le plan de la ville. Et je sors des photos. Je montre là où ils sont aujourd'hui, avec des photos aériennes. Et puis, je leur dis, et je vais les mettre là. Et on va construire un camp. Et voilà, le plan du camp, on va le faire. Je dis, pas le choix. Moi, il est hors de question qu'il reste là-dessus. Vous ne m'avez pas apporté de solution. Je le regrette. Parce que je dois le prendre en charge, mais je n'ai pas le choix. Et le ministre a dit au préfet, vous allez faire en sorte que ça soit possible. Parce que le préfet dit, ouais, mais non, regardez, monsieur le ministre, c'est à côté de la voie ferrée, ils vont bloquer les trains, machin. J'ai dit, mais ça fait des années qu'ils sont là, juste à côté de la voie ferrée, ils sont 150 mètres plus loin, ils n'ont jamais arrêté un train. Ouais, puis là, dans l'autoroute, ils vont bloquer les camions. Mais c'est pareil, depuis des années, ils sont là, ils ne le font pas. Bref, alors ça nous a quand même contraints à mettre un grillage du côté de la voie ferrée, mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait des gosses et qu'il valait mieux le faire. On a dû négocier avec RFF pour mettre le grillage et le machin. On a dû négocier avec la police, on a dû négocier avec les pompiers pour faire une aire de retournement pour le camion s'il devait intervenir, mettre des bouches à incendie, machin truc. Sur chaque corps, j'allais dire, concerné. Et le 11 janvier, et j'envoie au préfet, et le préfet me dit on n'est pas d'accord, mais vous pouvez y aller. Au début, on était parti sur des tentes, si tu veux, comme des camps de réfugiés, quoi. Enfin, vraiment, à l'international. Donc, sur des tentes, il y avait des tentes qui étaient en stock à MSF, donc on a récupéré des tentes, et puis on s'est bien rendu compte dans la mise en place de tentes que c'était pas forcément la solution, parce qu'il y avait des bourrasques, des tempêtes de vent catastrophiques, et tout s'était écroulé. Et puis, on avait donc les collègues qui étaient à Calais aussi et qui avaient commencé à construire des chalets sur le design d'un de nos collègues d'MSF, en fait. Et donc, on s'était dit, tiens, c'est une bonne idée. Hop, bam, on va mettre en place ces chalets. Donc, en fait, les chalets, ces abris en bois étaient produits à Calais et hop, ils nous les balançaient à Grande-Synthe. Et ça avait commencé petit à petit comme ça, effectivement. Et voilà, on a remplacé les tentes par... je crois que c'est 430 shelters qui ont été mis en place sur le terrain. Mais j'ai plus les chiffres, moi maintenant ça... Appelés shelter en anglais ou abri en français, ce sont au final 368 chalets en bois qui ont été construits et installés pour former le camp de la Linière. D'autres bâtiments ont été aménagés en cuisine partagée, sanitaires, écoles, espaces de stockage et de distribution. D'autres sont restés polyvalents. Ce nouveau village s'étirait autour d'une grande rue centrale, coincée entre l'autoroute d'un côté et la voie ferrée de l'autre. Et dès l'entrée principale, se dressait le dispensaire aux couleurs de MSF. Pourtant, même si elle en a en grande partie assumé le financement, l'ONG a bien dû reconnaître qu'elle ne pouvait pas mener ce projet sans tenir compte de l'expérience et de la présence des multiples acteurs locaux très impliqués sur place. Spontanément, ce que tu as l'habitude de faire à l'international, tu vas le reproduire. Donc, tu as envie aussi que ça soit coordonné pour que ça corresponde au mieux aux besoins des personnes. Sauf que tu es en inadéquation complète avec ce qui se passe sur la réalité du terrain. Et sauf que là-bas, tu ne peux pas l'imposer. Il faut vraiment avoir l'humilité de dire que tu es un acteur parmi tant d'autres, mais t'es pas le plus important. Et c'est pas parce que tu as la connaissance de protocoles, de processus à l'international que tu es le plus important. Et au contraire, tu es presque le moins important parce que tu connais moins les dynamiques locales, quoi. Donc voilà, cette collaboration, cette co-construction, ça a été aussi comment faire au mieux avec les acteurs qui vivaient au sein et avec les migrants, parce que c'est eux qui allaient être un petit peu le diapason de leur mouvement dans ce nouveau camp, de leur résistance ou pas à ce nouveau camp. Il y a un moment où on pensait faire des choses un peu seul et on s'est fait vite dépasser parce que finalement, en fait, les gens ils veulent s'approprier complètement l'affaire, quoi. Et c'est complètement normal. Mais c'était plutôt sur les espaces communs où il fallait qu'on prenne aussi la vie parce que finalement, c'était les assos locales et les individus et les autres personnes qui allaient faire vivre finalement ce camp. Il fallait mettre un basique et que le reste soit un peu fourni par la créativité des gens, comme ce qui était fait déjà dans le camp. Et on prévoit de déménager le 9 mars. Donc entre deux, on travaille beaucoup avec les associations
pour qu'ils voient les exilés, pour qu'ils les amènent sur le terrain en disant bah, là où vous allez être, là comment ça va être fait, pour être sûr que tout le monde se déplace, parce que moi je voulais pas garder de lieu. Il y avait énormément de réticence au début, puis au fur et à mesure, les gens ont été plutôt convaincus. De toute façon, ils voyaient très bien que c'était quand même sortir les pieds de la merde, quoi. Ça dure donc entre janvier, le 11 janvier et le 9 mars, où de l'autre côté c'est prêt. Et donc finalement, le mouvement s'est fait quand même plutôt bien. Donc ça s'est passé sur 3 jours pleins. La mairie avait mis à disposition des bus. Sauf que le jour du déménagement, tout était prévu, les bus étaient là, tout ça. Et moi j'étais dans mon bureau à la mairie, je reçois un appel en disant la police empêche les bus de partir. Je vais voir le commissaire, je dis pourquoi vous les empêchez de partir? Pourquoi vous empêchez les bus de partir? Et il me dit ordre de la préfecture, la commission de sécurité n'est pas passée sur le camp. J'appelle le cabinet du ministre. Je voulais le ministre, mais j'ai pas le ministre. J'ai le directeur de cabinet du ministre. Et je dis mais foutez de moi. Je dis mais vous me parlez de la commission de sécurité, vous avez vu les conditions de sécurité dans lesquelles ils sont et ce qu'on a fait à côté? Et oui, mais monsieur le maire, là avant, où ils étaient, c'est eux, c'est pas vous qui avez organisé le truc. Donc s'il y avait des morts, c'était pas de votre faute. Là où ils sont, c'est votre responsabilité pénale qui sera engagée. Menace quand même, parce que la responsabilité pénale, s'il y a des morts, j'ai pas envie d'aller en prison quand même, je veux bien faire les choses. Je dis mais ok, la commission de sécurité, je la ferai passer. C'est moi le président de la commission de sécurité, je la ferai passer, mais là pour l'instant, on ne peut pas empêcher les bus de partir et c'est tout, on se quitte là-dessus. Je retourne au bus et là je vois le commissaire, je dis donnez-moi la raison légale pour laquelle vous empêchez les bus de partir. Il n'y en a pas? Voilà, merci, circulez. Et donc le commissaire a dû replier les bagages et laisser les bus partir. Mais ça a été jusqu'à là dans le rapport de force, quoi. Et donc on a dû installer dans chacun des shelters des détecteurs de CO2, on a dû les espacer pour avoir machin, quand on ne pouvait pas les espacer, on a dû mettre des constructions entre deux pour avoir une résistance au feu, etc., etc. On l'a fait au fur et à mesure, ça on l'a pas fait tout de suite, mais on l'a fait au fur et à mesure parce que je me suis dit, il serait trop content de m'envoyer en tôle s'il y avait un problème. C'était dingue, c'était dingue. On était quand même assez blasés avec Damien Carême et nous-mêmes parce qu'on n'a pas entendu parler d'un gouvernement pendant tant de temps et qu'on les voit juste quand un établissement recevant du public s'ouvre et avec des meilleures conditions. Donc voilà, mais ils nous ont pas fait de problème, ni la police, ni personne en fait. Donc ça s'était plutôt bien passé, vraiment, complètement. Donc au début, c'était un peu les jours heureux parce que les gens étaient tellement contents d'avoir des meilleures conditions de vie. Il y avait énormément de gratitude pour MSF, d'avoir construit, d'avoir donné les moyens financiers, parce que finalement, jusqu'à présent, on était un peu ceux qui avaient de l'argent et puis finalement cet argent leur a servi à tout le monde, donc il y avait une autre dimension et donc tout le monde était très très content. Il n'y avait pas non plus c'était encore donc pas les passeurs qui mettaient la main sur quoi que ce soit, pas de mafia encore, tout le monde était dans la découverte du nouveau lieu, donc c'était c'était super agréable quoi, les assos se sont pris les espaces, ont commencé à se dire là on met des vêtements, on met les vêtements hommes, on met les vêtements femmes, là ça sera des espaces pour la nourriture, etc. machin. Donc voilà, donc ça s'est fait au fur et à mesure, les gens se sont appropriés le camp et c'est ce qu'on voulait. À la fois, ça a été le plus beau moment humain de mes 18 ans de mandat de maire, parce que voilà, tout y était quoi. En plus, on a permis les rencontres entre les musiciens du camp et des têtes d'affiche qui venaient en concert. Il y a des troupes qui venaient pour des spectacles jeunes enfants de la ville. Ils savaient qu'il y avait le camp. Ils venaient un jour avant, ils proposaient de faire un spectacle, une représentation pour les gamins du camp. Enfin, il y a eu des choses. Les joueurs, les sportifs du camp, ils allaient dans les clubs de sport. Les enfants, ils allaient à l'école. Alors c'était chaotique, ils n'allaient que l'après-midi parce que la nuit, ils essayaient de passer avec leurs parents. Le matin, ils dormaient, ils allaient l'après-midi. Mais c'était génial, quoi. Et il y a 3 écoles de la ville, un collège, le lycée, l'université qui ont accueilli des gars du camp avec toute la difficulté de se dire demain ils seront peut-être plus là parce qu'ils essayaient toujours de passer. Mais ça s'est fait et quand l'inspecteur d'académie est venu remercier les corps enseignants, les 3 écoles pour avoir accueilli les gamins, j'ai vu toutes les équipes enseignantes pleurer parce qu'ils avaient vécu un truc extraordinaire. Et sur le plan humain, putain, ça vaut le coup qu'on se batte, quoi.
qu'on se batte pour permettre ce lien entre ces populations-là, parce que du coup, toutes les théories de grands remplacements, ils viennent piquer notre job, notre machin, tout tombe. Et il y a des choses fortes qui naissent, quoi. Jamais eu une pétition, jamais eu de manif, jamais eu des identitaires qui soient venus, même les fachos, le Rassemblement National n'a pas été du tout, il n'a rien fait, il n'a pas essayé de profiter de la situation. Alors, il y a bien des articles de presse où ils étaient interviewés, où ils vomissaient leur haine, mais sans plus, quoi. Et ça, pour moi, c'était assez admirable, quoi. Et même, enfin, ça s'est traduit, je me plais à le dire tout le temps, dans les résultats aux élections présidentielles en 2017, où en fait, tout le monde me disait, le préfet compris, et tous mes collègues de l'agglo, tu vois, le Front National, il va exploser chez toi, ça va être une catastrophe. On fait le candidat en tête au premier tour de la présidentielle de 2017, c'est Mélenchon chez moi, alors que tout le monde autour, c'était Marine Le Pen. Tous. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Et ça, c'est... Là aussi, je le dis beaucoup aux maires de France que je rencontre aujourd'hui, qui se lancent dans la quête. On dit, mais non, quand vous dites les choses, quand vous permettez la rencontre, quand vous permettez, il n'y a pas de... Tous les fantasmes, tout tombe en fait, tout se déconstruit, donc faites-le comme ça, voilà. La Linière est donc bien née. Contre la volonté de l'État et grâce à la coopération à la fois fragile et efficiente de multiples entités, associations, ONG, habitants, militants, élus, employés de mairie, etc. Tous ont œuvré pour la mise à l'abri de plus d'1 millier de personnes. Ce premier objectif était atteint. Mais qu'a-t-il pu bien se passer après? La suite est à découvrir dans la deuxième partie de cet épisode. C'était naissance et embrasement du premier camp humanitaire d'urgence en France, première partie, avec Damien Carême, député européen et maire de Grande-Synthe jusqu'en 2019, et Angélique Muller, coordinatrice des activités de MSF à la Linière en 2016. Entretien et réalisation par Samantha Morin.